Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h02 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, Philippe David, vous recevez quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France et surtout auteur de ce livre, Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA. C'est aux éditions Erol. Bonjour Rafik Smati. Bonjour Rafik Smati. On aura deux invités. Le second arrive dans quelques minutes. C'est d'un débat donc sur l'intelligence artificielle. Le second invité, ce sera Étienne de Roquigny, qui a écrit ce livre, Le sens de l'IA à l'école de Pascal. Blaise Pascal, évidemment, entrepreneur. Et il est, vous êtes Rafik, entrepreneur du numérique et auteur du livre Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle de l'ère de l'IA, à l'ère de l'IA. Et Étienne de Roquigny est mathématicien et entrepreneur et conseil de dirigeant, fondateur de Blaise Pascal Advisors en anglais et du think tank Espérance et Algorithme. Alors, on va commencer tout d'abord l'IA, quand on est entrepreneur dans le numérique comme vous, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est et comment est-elle née ? L'intelligence artificielle, si vous voulez, depuis l'histoire des technologies, il y a un certain nombre de bons spectaculaires qui arrivent à un moment donné. L'invention de l'imprimerie, par exemple, a été à l'origine d'un bond spectaculaire dans la connaissance. Et un bond spectaculaire de civilisation, ça a permis la réforme protestante, etc. Exactement, et ça a permis, et ça a précédé d'ailleurs l'avènement de la Renaissance. Et on a évolué comme ça par un certain nombre de paliers. Il y a eu la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois que l'on est dans une révolution industrielle, elle est exponentiellement beaucoup plus spectaculaire que la précédente. Eh bien, la révolution de l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une révolution qui est en train de tout redéfinir, de tout emporter sur son passage. Je ne suis pas sûr que l'on mesure la portée de ce qui est en cours aujourd'hui. Moi, ce que je dis souvent, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui devrait faire la une de tous les JT. C'est un sujet majeur. Pourquoi ? Parce que ça va redéfinir notre rapport au travail. Est-ce que vous allez avoir des vagues de métiers qui vont disparaître ? Probablement oui, d'ailleurs. On va en parler d'ailleurs, notamment d'un rapport de Goldman Sachs. Mais absolument, où il prophétise, je crois, 300 millions d'emplois aux États-Unis et en Union européenne qui seront supprimés. Disparaître. Le Fonds monétaire international table sur 60% des emplois qui vont être impactés par l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose quand même, enfin c'est pas un petit sujet, c'est énorme. 300 millions d'emplois entre l'Europe et les USA, c'est colossal. Mais c'est colossal. C'est un truc qui vous redéfinit une civilisation. Le rapport à l'éducation, le rapport à la santé. Prenons l'exemple du rapport à la santé. Je donne quelques arguments comme ça en vrac, on rentrera peut-être dans le détail plus tard. L'IA, c'est ce qui va vous permettre demain de créer des antibiotiques qui n'existent pas aujourd'hui extrêmement facilement. Mais c'est aussi quelque chose qui, entre les mains de personnes malveillantes, vous permettra de créer des virus qui seront un fléau pour l'humanité. Et en fait, on est aujourd'hui dans ça. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un outil qui peut potentiellement apporter plein de choses extraordinaires et qui peut potentiellement nous emmener à notre propre extinction. Et c'est ça l'enjeu qui est à l'œuvre aujourd'hui. L'IA, c'est la 4e révolution technologique ou industrielle ? Alors, il y a plusieurs écoles qui le définissent. Oui. Moi, je considère qu'on est en train de parler de la 4e révolution industrielle. La 2e révolution industrielle, c'était celle sous Napoléon III, celle qui avait vu la première, c'était la machine à vapeur. Exactement. À la fin du 18e. La 2e, c'est sous Napoléon III, la révolution du charbon. Voilà, et l'électricité, etc. Absolument. La 3e révolution industrielle, c'est celle de l'informatique. Et la 4e révolution industrielle, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. Et moi, ce que je note, et c'est ce qu'il y a de très intéressant, c'est que il a fallu quelque part à peu près 20 ans entre la grande révolution de l'Internet grand public et la révolution de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, elle a besoin d'une matière première. Et la matière première de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. L'intelligence artificielle, elle se nourrit de textes, elle se nourrit d'images. Et donc la révolution de l'intelligence artificielle avait besoin d'un préalable. Et le préalable, c'était quoi ? C'était que des gens comme vous, des gens comme moi, utilisions Internet, utilisions les réseaux sociaux, produisons des contenus, postions nos photos de vacances sur les réseaux sociaux, tout ça pour alimenter la bête. Et en fait, il a fallu 20 ans entre l'avènement de l'Internet grand public, c'est-à-dire le moment où vous et moi, on a commencé à alimenter la bête, et l'avènement de l'intelligence artificielle. 20 ans, je le disais tout à l'heure, c'est le temps qu'il a fallu entre l'invention de l'imprimerie par Gutenberg et l'avènement de la Renaissance. Donc c'est ça aujourd'hui qui est en germe. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle Renaissance ? C'est l'idée que je porte, parce que je crois qu'il y a une question de volontarisme par rapport à tous ces sujets-là. Soit on subit la situation et on se prendra la révolution de plein face et on perdra, et ce sont les Chinois et les Américains qui gagneront, soit on se pose la question de
Je rappelle que nous, en Europe et en France, on a loupé la révolution de l'Internet, parce qu'on se croyait plus intelligent que le reste du monde avec nos Minitel. On a loupé la révolution... Le Minitel qui a inspiré les Américains, quand même, pour Internet. Bien sûr, mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des ruptures technologiques. Et quand on veut s'accrocher à des choses qui vous renvoient au passé, à un moment donné, il faut être capable de repartir d'une page blanche. Et c'est ce qu'on n'a pas été capable de faire avec le Minitel, alors qu'on était en avance. Et ensuite, on a loupé la révolution des moteurs de recherche, on a loupé la révolution des réseaux sociaux. Là, on a la possibilité, là, on a une nouvelle révolution qui est sous la main. On peut repartir à zéro. Et donc, il faut se poser les bonnes questions. Mais qu'est-ce que fait l'Union européenne ? Il vous invente une loi, l'IA Act, pour réguler l'intelligence artificielle qui va tuer l'entrepreneuriat et tuer l'innovation. Et voilà la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Est-ce qu'on fait partie des gagnants de cette révolution industrielle ? Et on peut l'être en France, parce qu'on a des esprits mathématiciens brillants, on a des ingénieurs brillants. Ou est-ce qu'on va subir cette révolution ? Et là, ça sera autrement plus problématique que toutes les révolutions qu'on a loupées, celle de l'Internet, des moteurs de recherche, etc. Parce que là, il y aura des conséquences systémiques dans tous les domaines. Est-ce que la France est larguée sur l'IA aujourd'hui ? Non. Je pense que... Qui serait plutôt une bonne nouvelle, comme c'est vraiment l'avenir. Non, la France n'est pas larguée. Moi, je connais plein d'entrepreneurs. Vous avez une multitude de sociétés aujourd'hui qui se créent. On a même ce qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire des très grosses sociétés qui peuvent potentiellement rivaliser avec ChatGPT, etc. Je pense par exemple à Mistral AI, et puis il y en a plein d'autres. Il y a aujourd'hui un tissu entrepreneurial en France et dans tous nos territoires, partout en France. En Provence, par exemple, il se passe des choses extraordinaires, en Bretagne aussi, etc. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont sur le coup. Et si on les laisse bosser, et si on est capable de les aider plutôt que de leur mettre un boulet au pied, comme on sait si bien le faire avec nos entrepreneurs depuis maintenant 40 ans, on peut faire des étincelles. Mais c'est maintenant que ça se joue. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de l'Union européenne et de l'IA Act. C'est-à-dire que plutôt que de se poser la question de savoir comment on va aider nos dizaines de milliers de petites entreprises, des start-up, des scientifiques qui ont plein d'idées, qui peuvent faire plein de choses. Comment on va les aider, comment on va les soutenir pour qu'ils soient meilleurs face à la Chine, face aux États-Unis, plutôt que d'être dans l'obsession de ça. Eh bien, on se pose la question de savoir comment on va réguler l'IA, comment on va mettre des barrières à l'entrée, pendant que ce qui va faire l'IA Act, c'est je sais pas combien de centaines de pages. Aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur, vous voulez vous lancer dans l'IA, eh bien, il faut étudier ça. Voilà. Vous avez des questions à poser, appelez-nous au 0826 300 300 pour interroger nos invités. C'est Manu qui prendra vos appels, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on parle intelligence artificielle aujourd'hui en compagnie de Rafik Smati, entrepreneur du numérique et auteur du livre Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA, publié chez Erol, et Étienne de Roquigny, mathématicien et entrepreneur, conseil de dirigeant, fondateur de Blaise Pascal Advisors et du think tank Espérance et Algorithme, qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Étienne de Roquigny, bonjour Rafik. On va commencer avec vous. Quel est le rapport entre l'IA, parce que vous parlez également dans votre livre de la quantique, entre l'IA et la quantique? Alors, tout ça, d'une certaine manière, n'est pas la faute à Voltaire, mais un peu la faute à Pascal, si je peux me permettre. On va évoquer des grands génies français qui peuvent, aujourd'hui, dans les défis d'aujourd'hui, nous inspirer, les grands filles technologiques. Qu'est-ce qu'il y a de commun ? Il y a déjà, dans cette grande aventure technologique, des innovations mathématiques et informatiques radicales, dont Pascal a été d'une certaine manière le prophète, puisque Pascal invente les probabilités, l'algorithme récurrent, et construit le premier ordinateur. C'est une machine mécanique qui s'appelle la Pascaline. Et ces trois éléments vont se retrouver aujourd'hui, à la fois dans l'intelligence artificielle et dans le quantique. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, en particulier ChatGPT, si ce n'est un gigantesque perroquet probabiliste qui compte à peu près le nombre de fois où vous avez dit tel et tel mot et qui va dire probablement c'est ça qui va suivre. Donc c'est un perroquet probabiliste récurrent, Pascal. Et qu'est-ce que l'informatique quantique si ce n'est tirer dans les mystères de la matière microscopique aussi des phénomènes probabilistes qui vont permettre de calculer d'une manière très étrange et parfois plus vite. Donc voilà,
des caractéristiques mathématiques profondes qui unissent les deux. Après, il y a deux autres caractéristiques qui unissent les deux. C'est la rhétorique. Parce que, et beaucoup de gens l'ont compris, en particulier Pascal, qu'est-ce qui mène le monde ? C'est la rhétorique. C'est pas la raison qui mène le monde, c'est la rhétorique. Et derrière l'intelligence artificielle, c'est une merveille de rhétorique. On vous fait croire à des choses qui sont intelligentes artificielles, c'est deux choses qui sont contradictoires, on ne comprend pas, mais on se dit c'est génial, et quand vous voulez lever des milliards, il faut faire rêver, donc il faut faire croire à des choses absolument exceptionnelles, et c'est la même chose sur le quantique. On vous dit que le quantique, en allant dans les mystères de matière, va nous faire des sauts dans les choses totalement irréalistes. Il y a également une inflation rhétorique qui est de bonne guerre, parce que tout ça consomme beaucoup de milliards, que vous soyez Elon Musk, vous leviez de l'argent privé, il faut emmener les gens sur Mars, que vous appeliez Macron ou la Commission européenne, il faut lever de l'argent public, il faut également faire rêver. Donc voilà, toutes les deux, ce sont des grandes inflations rhétoriques. Ce sont des inflations rhétoriques, le quantique et l'IA ? La quantique, pardon, et l'IA ? Je comprends les propos qui sont sous-jacents. Derrière chaque révolution, vous avez un effet de bulle. Moi, vous savez, je suis un entrepreneur du numérique. J'ai créé ma société Internet en 1998. J'ai connu la bulle Internet de 2000 et de 2001. Donc évidemment, il y a une inflation rhétorique. Vous avez n'importe qui écrit n'importe quoi et qui lève des fonds sur la base de projets qui sont extrêmement scabreux. Mais là, on est dans la première étape du cycle de la rupture technologique. Et aujourd'hui, on en est peut-être là dans ChatGPT. Il n'y a pas un seul business plan qui tourne aujourd'hui dans l'écosystème numérique français où vous n'avez pas le mot intelligence artificielle. Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer et aller chercher des fonds, vous devez avoir quelque part un chapitre, au moins un paragraphe intelligence artificielle. Donc oui, il y a de l'inflation, sauf que cette inflation ne doit pas faire oublier la véritable révolution qui est en germe et qui, elle, est inéluctable et irréversible. Cette révolution qui fait que l'intelligence artificielle va impacter nos vies, va impacter notre rapport au travail, va impacter notre rapport à l'éducation, va impacter notre rapport à la gestion des flux logistiques dans une entreprise, va être probablement à l'origine d'un bond spectaculaire dans l'espérance de vie et dans la productivité au travail. Tout ça, c'est une réalité et il n'y a pas d'inflation. Je crois que considérer que tout ça n'est qu'une bulle, vous avez employé un terme qui m'a interpellé et qui avait d'ailleurs été utilisé par le ministre délégué au numérique, c'est le thème de perroquet conversationnel. et je n'adhère pas du tout à ce terme. Pourquoi ? Parce que ce terme, par son côté un peu fun, léger, tend à discréditer ce qu'est l'intelligence artificielle. Il laisserait sous-entendre que l'intelligence artificielle n'est qu'un perroquet, sous-entendu quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Évidemment, et encore heureux que l'intelligence artificielle n'a pas l'intelligence de vous et moi, et n'a pas ce qu'on en appelle le propre de l'homme. Mais utiliser des formules telles que celle-ci, qui quelque part discréditent ce qu'est l'intelligence artificielle, risque, et je pense que nous avons une responsabilité quand nous avons un micro comme ça, risque de détourner l'attention de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous lisent, d'un sujet qui est majeur et qui, si on ne le prend pas à bras-le-corps, nous coûtera très cher. Mais justement, une question. L'IA, est-ce qu'elle va rentrer dans tous les secteurs de la vie économique, voire dans tous les secteurs de la vie tout court ? C'est-à-dire la vie de tous les jours, même pas seulement économique, quoi. Vous aimez la musique, vous voulez composer une musique, vous appuyez sur un bouton et votre téléphone vous fait une mélodie, je sais pas, par exemple. Alors, elle le fait déjà, et depuis bien longtemps. Et là, je rejoins Rafik, c'est qu'effectivement, je disais de manière un peu provocante, mais ça n'est pas que provocant, qu'il faut perdre l'illusion rhétorique pour rentrer dans la réalité économique. Et qu'est-ce que c'est que la réalité économique ? Je préférais parler d'automatisation récursive ou d'automatisation apprenante, bref, des machines qui sont incroyablement efficaces à automatiser. Et ça, il y a une rationalité économique qui est très forte, il y a même une rationalité anthropologique. Nous sommes tous des paresseux, et nous sommes tous... Même si nous sommes travailleux, nous sommes sous le registre de l'efficacité. Qui que vous soyez épicier, ministre, prêtre, imam, rabbin ou mère de famille, vous avez un besoin d'efficacité. Et donc cette logique anthropologique et derrière économique d'optimisation des ressources,
ouvre le boulevard à des machines qui automatisent, et ça se fait depuis bien longtemps. Ça fait très longtemps que dans la prévision météo, il y a des automates qu'on appellerait aujourd'hui de l'intelligence artificielle, qui sont en fait des algorithmes apprenants, et tout ça est très utile. Ou dans l'industrie, ça fait 40 ans que les robots, les soudeurs ont été remplacés par des robots à souder pour 90% des soudures automobiles. Voilà, donc ça fait très longtemps, et effectivement, ça va rentrer. Mais là où c'est très important pour moi de démasquer l'illusion rhétorique, c'est qu'il faut bien comprendre que la question n'est pas celle de l'intelligence. La question est celle de l'efficacité pour servir un but. L'efficacité pour servir des économies, l'efficacité pour servir la décarbonation et bien d'autres. Et je suis entre autres cofondateur d'une entreprise qui fait de la décarbonation, qui pourrait décarboner ce bâtiment, puisqu'on travaille sur le tertiaire, avec du solaire, de la géothermie, de l'intelligence artificielle. Et Dieu sait qu'il y a des pertes d'efficacité qui sont considérables dans l'énergie. On balance des calories toute la journée dont on n'a pas besoin, et on a bien besoin d'avoir des automates pour, à notre place, vérifier que quand on quitte la salle de réunion ou le studio de radio, on cesse de chauffer. Donc bien sûr, il y a des bénéfices. Nous, c'est automatique. Et c'est ça, voilà, c'est ça, ce dans quoi il faut rentrer, c'est dans une lucidité économique et anthropologique qui est de dire comment est-ce que ces algorithmes, je vais le mettre au service de ce que je veux, et sans rentrer dans ce piège qui alimente des peurs, qui est de dire oulala, mais ces choses sont intelligentes, Valvonde. En fait, d'ailleurs, il est coutume de dire que ce ne sont pas les machines qui vont prendre notre place, ce sont plutôt les personnes qui vont posséder les machines, ou disons, les personnes qui se serviront mieux que vous des machines. Ce sont celles-là qui vont prendre votre place. En réalité, comme ça s'est d'ailleurs passé dans l'histoire, avec toutes les révolutions, le métier à tisser, etc. Alors, parlons d'une chose. Il y a un mot anglais, le FOBO. Fear of being obsolete. Vous me passerez l'accent. La peur de devenir obsolète. Est-ce que l'humain va devenir obsolète, ou certains humains, en fonction de leur QI, etc., avec l'intelligence artificielle? Rafik Smati. Cette question est fondamentale. Et j'ai souvent des bonnes questions. Et alors, si en plus vous dites qu'elles sont fondamentales, alors en l'occurrence, je vous serez réinvité. Et cette question pose avec une plus grande acuité encore la question de l'éducation. Vous avez évoqué un mot qui est très intéressant, sur lequel je vais rebondir, sur le côté paresse. C'est-à-dire que tout cela peut nous entraîner à une certaine paresse. Et il y a un risque réel avec l'intelligence artificielle, c'est que demain, nos enfants, après tout, vous entrez dans le ChatGPT aujourd'hui, et puis dans les intelligences artificielles de demain qui seront beaucoup plus perfectionnées. Ça vous écrit tous les textes que vous voulez, ça vous donne accès à toute la connaissance que vous voulez, et donc très logiquement, nos enfants demain pourraient se dire: à quoi sert l'école, puisque j'ai accès à toute la connaissance du monde, et on peut faire une rédaction, on peut faire toutes les traductions que je veux, etc., instantanément. Et là où on en arrive à la question de l'obsolescence dont vous parlez, c'est que c'est l'obsolescence programmée de l'humain après l'obsolescence programmée des produits manufacturés. Non, mais il faut bien comprendre une chose qui est pour moi le sujet cardinal de cette révolution de l'intelligence artificielle. Jusqu'à aujourd'hui encore, nous vivons dans un monde où les humains sont en compétition avec les humains. Quand vous voulez faire des études supérieures, vous passez un concours, et un concours, vous êtes en compétition avec vos semblables. Moi, j'élève mes enfants dans l'idée qu'ils puissent un jour faire des grandes écoles, et donc je leur insuffle un certain esprit de compétition pour qu'ils soient meilleurs que les autres. Sauf que tout ça, c'est bientôt fini. Parce que la vraie compétition, l'objectif demain, ça ne sera pas pour nos enfants et nos petits-enfants d'être en compétition les uns avec les autres. Ils seront en compétition avec les intelligences artificielles. Nous entrons dans un monde aujourd'hui où l'être humain et les générations qui viennent vont entrer en compétition avec les intelligences artificielles. Je crois qu'on ne mesure pas le changement de paradigme que cela représente. Et être en compétition avec l'intelligence artificielle, cela pose la question de l'école. Qu'est-ce que l'on va transmettre comme connaissance à nos enfants? Est-ce qu'on va avoir une approche de l'enseignement où on veut tout leur apprendre, ou est-ce que l'on va cibler sur un certain nombre de disciplines? Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que dans ce nouveau monde qui vient, si on veut apprendre à nos enfants à être en compétition avec les intelligences artificielles, il faut être capable de leur transmettre deux choses. D'abord, une capacité de modélisation de la complexité. Appréhender la complexité. Eh bien ça passe par quoi ? Ça passe par les mathématiques. Les mathématiques qui vous permettent de construire un monde à n dimensions et de modéliser cette complexité. Nous avons besoin de faire des génies en mathématiques si nous voulons qu'ils soient efficaces dans la bataille de l'IA. Et deuxièmement, l'interface avec l'IA aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le prompting, c'est savoir rédiger les bonnes requêtes pour que l'intelligence artificielle puisse l'exécuter. Eh bien, ça oblige de pouvoir modéliser sa pensée, de pouvoir bien l'exprimer, et ça veut dire savoir bien parler français. Et donc,
quelque part, on en revient à des fondamentaux. On a beau parler de l'IA, on a beau parler d'hommes augmentés, de sociétés qui est en train de changer. Il faut plus que jamais, les savoirs fondamentaux que sont les mathématiques, que sont le français et par extension les langues anciennes qui permettent de comprendre la manière dont sont constituées les phrases, ça devient ça devrait être au cœur de l'enseignement moderne du 21e siècle et du 22e siècle. Tout le reste n'est que littérature. Bien sûr, il faut de la culture générale, bien sûr, il faut tout le reste. Mais si vous ne maîtrisez pas les maths et si vous ne maîtrisez pas la capacité de formaliser votre pensée, eh bien, vous serez complètement largué. Voilà aujourd'hui le monde dans lequel on rentre. Étienne de Rocquigny, on a peur de devenir obsolète. La FOMO en anglais, on va être obsolète si on maîtrise pas au moins le français et les mathématiques, c'est bien ça ? Alors, je vais répondre un peu différent. Évidemment, je ne peux pas être en désaccord avec ce qu'on vient de dire, puisque qu'est-ce que ChatGPT, sinon une mathématisation du verbe. Donc, on est à mi-chemin entre les maths et le français. Si je veux maîtriser ChatGPT et pas le subir, il faut évidemment... le bac L et le bac S, quoi. Voilà, c'est ça. Et Pascal et les prix Nobel de littérature et médaille Fields à l'époque. Donc, on est sur ce terrain-là. Néanmoins, pour moi, le plus important est ailleurs. Le vrai danger pour moi dans cette évolution, je préfère parler d'évolution que de révolution, parce que derrière la révolution dans la culture française, il y a toujours une espèce de teinture messianique où on imagine que voilà, les lendemains chanteront, et l'histoire même récente avec les révolutions arabes nous apprend à être un petit peu circonspect sur l'avenir. Mais je vais pas arguer sur la sémantique, mais plutôt sur ce qui se cache derrière. Pour moi, là où je suis entièrement d'accord avec vous, là où il y a un défi d'éducation énorme, j'ai été enseignant, c'est le sujet du libre arbitre. Parce que finalement, si moi je creuse, ce qui fait la différence ultime et qui fait que je ne serai pas ou je serai obsolète face aux machines, c'est ma liberté. Et la liberté est une maîtresse bien terrible que l'on désire, mais qui est difficile à vivre avec. Et donc, on a tous tendance à renoncer à notre liberté parce que c'est fatigant, la liberté. Et donc, pour moi, dans l'éducation de mes enfants, mais aussi dans l'éducation des élèves, la liberté est fondamentale. Et qu'est-ce que ça veut dire la liberté ? Qu'est-ce que ça veut dire exercer le libre arbitre ? Ça veut dire d'abord comprendre effectivement les mathématiques, mais comprendre aussi l'épistémologie. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle ? Qu'est-ce que c'est que la réalité ? Et où est-ce qu'une machine va se tromper ? Parce qu'en réalité, une machine ne fait que reproduire une certaine vision limitée du réel. Donc, et ça se forge avec un esprit critique qui est essentiel et qui est menacé par des bien grandes choses, pas tellement par la machine, mais par les hommes. Car quel magnifique prétexte pour les totalitaires d'aujourd'hui que de dire c'est grâce à l'IA, c'est à cause de l'IA, machin, et on fait passer derrière la maîtrise de la vérité. Et c'est d'ailleurs un certain nombre de personnes dans la Silicon Valley ont cet objectif-là d'imposer leur vision anthropologique avec une censure des bases de données sur lesquelles j'apprends ChatGPT. Vous pouvez vous rendre compte assez vite si vous tapez des prompts que l'information effectivement derrière n'est pas tout à fait au hasard. Et c'est ça pour moi qui se cache derrière, c'est le fait de renoncer à la quête de la vérité en étant abruti par des algorithmes qui pensent à notre place et du coup, de ce point de vue-là, effectivement, devenir obsolète. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On continue cette discussion passionnante sur l'intelligence artificielle avec Rafik Smati et Étienne de Rocquigny. Et puis avec vous, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Philippe David. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Avec nos invités du jour pour ce débat passionnant sur l'IA, vous voulez poser des questions à nos invités. Vous pouvez évidemment nous appeler au 0826 300 300. Étienne de Rocquigny, mathématicien et entrepreneur, conseil de dirigeant, fondateur de Blaise Pascal Advisors et du think tank Espérance et Algorithme, et auteur de donc ce livre, Le sens de l'IA, à l'école de Pascal Entrepreneur, et Rafik Smati, entrepreneur du numérique, auteur du livre Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA. Ça fait peur l'IA puisque en mars 2023, un rapport de la banque Goldman Sachs a évalué qu'un quart du travail, on en a parlé brièvement tout à l'heure, effectué par des humains pourrait être fait par l'intelligence artificielle, avec pour conséquence la perte de 300 millions d'emplois aux États-Unis et dans l'Union européenne. Quels sont les emplois qui risquent d'être le plus touchés, Rafik Smati, pour vous ? Vous savez, la deuxième révolution industrielle et la troisième ont été très dures pour ce qu'on appelle l'école bleue, c'est-à-dire tous les emplois industriels. Là, ce qui va se passer cette fois-ci, et c'est la raison pour laquelle on va le prendre de plein fouet, c'est que c'est une révolution qui va toucher avant tout les cols blancs.
toutes les professions intermédiaires, du secrétaire au comptable, en passant par le responsable marketing, par le traducteur, par tous les métiers en col blanc seront impactés. Pour être plus précis, 60% selon le Fonds monétaire international seront impactés par la révolution de l'intelligence artificielle. Alors, il ne faut pas forcément paniquer. Il faut avoir conscience d'une chose, c'est que dans le cours de l'humanité, à chaque fois que vous avez une révolution de rupture comme ça, c'est ce qu'on appelle de la destruction créatrice, c'est-à-dire que vous avez une première partie... La théorie de Schumpeter. Exactement. Vous avez une première partie qui détruit, et vous avez une seconde partie, à condition que l'on a été capable de monter dans le train, qui crée encore plus. Et d'ailleurs, sur un autre registre, vous observerez quelque chose qui est a priori contre-intuitif, mais qui est prouvé, c'est que les pays qui ont le taux de robotisation le plus important sont les pays qui ont le taux de chômage le plus faible. C'est en particulier l'Allemagne qui a beaucoup de robots dans son industrie. L'Allemagne ou d'autres pays asiatiques, on pourrait parler de la Corée du Sud, etc. Et donc ça, c'est une réalité. Donc sur le long terme, on peut raisonnablement imaginer que l'intelligence artificielle, à condition, et la condition que je pose là est extrêmement importante, à condition qu'on ne la subisse pas et à condition qu'on décide d'en faire un sujet central et qu'on la dompte et qu'on en fasse une industrie d'excellence à la française et à l'européenne en général, si on est capable de faire ça sur le long terme, eh bien ça réglera bien des problèmes. Mais il y aura une période de transition, et je veux le dire à vos auditeurs, parce que nous avons tous un devoir d'honnêteté, une période de transition qui sera difficile. Vous allez avoir, dans les années qui viennent, dans les pays occidentaux, en cumulé, des millions de personnes qui vont perdre leur job en matière d'intelligence artificielle. Ensuite, l'enjeu qui est le nôtre collectivement, c'est de faire en sorte que, je vais vous parler en tant que chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, moi je ne me pose pas la question de savoir est-ce que l'IA va pouvoir remplacer tel ou tel salarié. En termes de chef d'entreprise, je me pose la question différemment. Je me dis comment l'IA va me permettre d'aller sur des terrains dans lesquels je ne serais pas allé si elle n'était pas là. Et j'ai un exemple très simple, très concret à vous donner. J'ai lancé une activité il y a quelques semaines en Allemagne, qui est l'équivalent de ce que je fais en France. Une activité en Allemagne que j'ai lancée grâce à l'IA, parce que l'IA me permet de rédiger des bons textes, parce que l'IA me permet de gérer un service client, notamment par mail, parce que l'IA me permet de faire des traductions qui ne sont pas des traductions littérales, mais des traductions intelligentes. Eh bien, j'ai lancé une activité en Allemagne. Donc moi, PME française, je me déploie dans un pays dans lequel je n'avais pas l'intention de me déployer grâce à l'IA. Donc vous avez deux manières d'appréhender le sujet. Soit vous vous dites, en termes de productivité, on va pouvoir faire des choses géniales et ça va renforcer notre capacité de conquête. Moi, en tant que patron de PME, c'est comme ça que je l'entends, et en tant que penseur de l'avenir à travers le nouveau temps, c'est aussi comme ça que je le conçois. C'est-à-dire comment on va pouvoir collectivement être acteur, partie prenante de cet avenir. Maintenant, si on est en mode gestion de pénurie, comme on l'est dans les pays occidentaux, je vais employer un terme un peu trivial, si on se comporte comme des losers en considérant que c'était mieux avant, que l'avenir est incertain et que le pire est devant nous. Si on est habité par ça, évidemment, on échouera. Et évidemment, vous aurez plein de personnes qui seront sur les carreaux. Soyons conquérants, soyons visionnaires. Considérons que ça va être très difficile. Ça va être très difficile. On a le monde entier qui est contre nous. On est dans une compétition planétaire. Vous avez les Chinois et les Américains qui nous dominent. Mais nous, on a des idées, on a de la matière grise et on a des compétences, on a des ingénieurs, on a des mathématiciens, on a un esprit entrepreneurial, 1 million de créations d'entreprises chaque année en France. Il se crée plus d'entreprises en France qu'aux États-Unis. On a ça chez nous. Alors, je m'adresse à la puissance publique, qu'elle soit à Bruxelles ou à Paris. Laissez nos entrepreneurs bosser. Laissez-les créer de la valeur. Ne les plombez pas avec des rigidités, des actes, IA Act, etc., qui vont faire en sorte que les barrières à l'entrée seront de plus en plus importantes. Laissez les entrepreneurs bosser et faites-leur confiance. Si vous laissez les entrepreneurs de notre pays et de notre continent bosser, eh bien, on est capable d'embrasser cette révolution et les conséquences sur l'économie et sur l'emploi seront vertueuses et positives. Étienne de Roquigny, vous êtes aussi optimiste que ça, parce qu'il va y avoir des temps durs, Dixit. Je l'ai dit. Alors, oui. Je n'emploierai pas le terme d'optimiste. En revanche, je suis tout à fait aussi proactif que Rafik, et je pense qu'il y a un énorme sujet entrepreneurial et que l'intelligence artificielle est une magnifique opportunité de s'aventurer en prenant de justes risques. Mais je voudrais revenir un petit peu sur le sujet de l'emploi, en apportant un tout petit peu de recul historique, parce que le fait que l'automatisation détruise de l'emploi
en réalité, on s'est toujours trompé. Et on peut ressortir une étude de 2014 qui a été faite par Oxford, dans laquelle on disait en 2014 que dans les 10 ans à venir, il y aurait 47% des métiers qui disparaîtraient, 47% d'emplois en moins. 10 ans plus tard, en réalité, s'il y a un problème d'emploi, c'est plutôt lié aux circonvolutions autour de la crise de l'Ukraine, de l'évolution des prix de l'énergie dans certains pays, mais en tout cas aux États-Unis, il y a un manque, une pénurie d'emplois dans l'industrie. Enfin, donc en réalité, la prévision économétrique sur le remplacement par l'IA, qui date de 2014, c'était pas l'IA générative, c'était l'IA d'avant, elle s'est avérée fausse. Et c'est pas la seule fois dans l'histoire où, en réalité, on surestime la rapidité des changements. Pourquoi ? Parce que, et je pense que comme chef d'entreprise, on a l'habitude, le management du changement, c'est long. C'est long parce que toute personne humaine a besoin de se retrouver dans des réflexes, des automatismes, et c'est difficile de changer pour tout le monde. Même dans les continents les plus innovants, c'est difficile de bouger. Et donc ça prend du temps. Ce qui veut dire que, là où je suis d'accord avec Rafik, il va y avoir à moyen terme une très grande impact sur le travail. Néanmoins, il ne faut pas surestimer sa rapidité, et c'est une bonne nouvelle. Parce que pendant ce temps qu'il va falloir pour effectivement que l'IA rentre dans les process et change les procédures, on a le temps de construire des plus belles entreprises, de créer de l'emploi, et c'est ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs, dans mon livre, je parle de Pascal, que peu de gens savent avoir été un serial entrepreneur incroyable. Pascal va consacrer les derniers mois de sa vie, alors même qu'il est prix Nobel de littérature, qu'il est médaille Fields, qu'il aurait pu se reposer sur ses lauriers. Prix Nobel et médaille Fields de l'époque, évidemment, qui n'était pas créé. Voilà, il va investir toutes ses ressources, toute sa fortune et sa santé dans la création du Blablacar de l'époque, avec des carrosses. Et pourquoi fait-il ça ? Parce que Pascal nous dit, face à un monde incertain, il faut redoubler d'audace, il faut rentrer dans l'aventure technologique, et il faut rentrer dans l'aventure technologique pour servir le bien commun. Et Pascal va en faire un objectif en disant, j'ai un talent, moi, d'ingénieur, de mathématicien, qu'est-ce que j'en fais ? Si je ne m'en sers pas pour aider les gens, à l'époque, il y a une famine terrible, désordre climatique, ça nous rappelle un peu des souvenirs aujourd'hui, oui. Il se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'État ne fait rien, le roi ne fait rien, moi, je peux créer de la richesse, j'y vais. Et donc, je pense qu'il faut absolument aujourd'hui prendre à bras-le-corps tout ce qu'on a, sortir de cette mentalité de rentier à la française où j'ai peur de tout et derrière ça je me cache dans la paresse, ouais. Et prendre effectivement l'IA à bras-le-corps comme le font sur d'autres longitudes, ouais. Et créer des nouvelles entreprises. Mais en vous entendant tous les deux, j'ai l'impression que l'avenir est aux ingénieurs et aux mathématiciens, c'est ça ou pas ? Si vous me demandez de répondre par un mot, je vous répondrai oui, évidemment. Donc, vaut mieux pas être littéraire aujourd'hui. Non, mais c'était une boutade. Non, je crois que l'enjeu, parce qu'il faut pas être binaire, c'est pas les littéraires contre les ingénieurs et les mathématiciens. L'enjeu aujourd'hui qui est le nôtre vis-à-vis des générations à venir, c'est d'insuffler une culture scientifique et une culture mathématique aux générations qui viennent, et y compris ceux qui ont évidemment une affinité plus littéraire. Et c'est très bien que vous ayez des personnes qui soient plus littéraires que d'autres. Mais dire que les mathématiques, que les sciences doivent être érigées en cause nationale, c'est l'idée que je défends, c'est pour moi un marqueur civilisationnel majeur. Les mathématiques ont été sacrifiées, les parents pauvres de l'éducation de nos enfants depuis maintenant 30 ans. Il y a une prise de conscience aujourd'hui qui a lieu sur ce terrain-là. Je pense qu'il ne s'agit pas seulement de revenir au niveau, il s'agit de se donner l'objectif de l'excellence. Pardon d'utiliser un terme qui a été galvaudé depuis la Mitterrandie. Il y a du boulot pour Madame Belloubet alors. Hein. Mais c'est pour moi aujourd'hui. Quand on voit PISA et Teams, les classements internationaux. Vous voyez, pour moi aujourd'hui, l'éducation nationale, et d'ailleurs c'est un élément que j'évoque longuement dans le Nouveau Temps. L'éducation nationale, c'est la politique publique de long terme et prioritaire par excellence. Jusqu'à présent, l'éducation nationale, d'ailleurs, c'était quelque chose qui n'intéressait personne, c'était secondaire. Non, on est en train là de fabriquer de la manière dont on va aborder les questions et les enjeux d'éducation, on saura si notre pays, notre société, notre continent, notre civilisation pourra embrasser l'avenir ou non. Enfin, c'est quand même pas un petit sujet. Vous qui êtes mathématicien, l'avenir est bien aux mathématiciens. Vous êtes certain de ça aussi ? Pas uniquement. En réalité, si on remonte dans l'histoire, on vous dira que les mathématiques sont une branche de la philosophie, par la logique. Et je dis pas ça uniquement pour donner... Pour rassurer ceux qui sont bons en philo. Non, je dis ça mais vous avez raison en plus. Parce qu'en réalité, le plus important, j'y reviens,
c'est d'être dans une sorte de nouvel humanisme dans lequel je fais bon usage de ma liberté. Et faire bon usage de ma liberté pour, à l'époque des machines, effectivement servir le bien commun en prenant des risques, ça suppose bien sûr de maîtriser les outils techniques. Et donc, il faut faire des maths, il faut faire de l'informatique. Mais il faut aussi savoir réfléchir. Et savoir réfléchir, c'est de la philo, de l'anthropologie, de l'épistémologie, disons ce qu'on appelait autrefois les humanités. Et donc pour moi, c'est cette éducation intégrale qu'il faut. Parce que l'éducation dans laquelle il n'y aurait que l'ingénierie et les maths, ça s'appelle un peu le projet du Parti communiste chinois. Ça s'appelle le projet d'une société totalitaire qui va former des gens à construire des machines pour embrigader d'autres. Alors je dis ça, mais j'aime beaucoup le chinois, j'ai des amis chinois, et je souhaite de tout mon cœur que l'évolution du continent chinois reçoive. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même, et il y a quelque chose dans la culture française et européenne qui va chercher dans les racines grecques et qui est la formation de l'esprit, la formation humaine de l'esprit. Et je pense que d'une certaine manière, on pourrait dire qu'on est dans une nouvelle renaissance, et c'est à tout ça qu'il faut former les personnes. L'ingénierie et les maths, oui, mais également la philo. Qu'est-ce que c'est qu'une personne humaine? L'anthropologie, l'épistémologie. Qu'est-ce que c'est que la différence entre la science, la réalité? Qu'est-ce que c'est que la liberté? Et avec tout ça, je me mets en mouvement pour servir les autres. Et en prenant garde de ne pas tomber dans les fausses bonnes idées qui consistent à dire, par exemple, on va apprendre du code à nos enfants. Ça, c'est l'exemple typique de la fausse bonne idée, parce que le code, l'IA sera capable de coder. Moi, je préfère que nos enfants soient bien câblés intellectuellement pour pouvoir parler aux IA, plutôt qu'apprendre un langage de programmation qui n'existera plus dans 10 ans. Vous êtes bien sur Sud Radio, Berkov dans tous ses états avec nos invités, et si vous avez des questions 0826 300 300 comme d'habitude. Oui, vous qui n'êtes pas encore des machines, appelez-nous 0826 300 300. Les intelligences ne sont pas artificielles, elles sont de vraies intelligences naturelles avec nous. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Philippe David. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio, on continue de parler d'intelligence artificielle avec Rafik Smati et Étienne de Roquigny, et nous avons Marie-France au standard. Bonjour Marie-France. Bonjour. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Oui, j'interviens plus simplement, mais voilà, j'écoutais le professeur Maffezoli il n'y a pas si longtemps sur votre chaîne, et il disait une chose qui me semble très importante. Aujourd'hui, le savoir, on n'a plus besoin d'y attacher la même importance qu'il y a un certain temps. Les machines vont être capables, et elles le sont déjà, de nous fournir le savoir. Par contre, ce qui est important, c'est la connaissance. Et cette connaissance, elle ne pourra pas être donnée par une machine aussi développée, aussi compétente qu'elle soit. Ça n'est pas possible. Le professeur Maffezoli et moi derrière, très modestement, je me dis bien dans les temps qui viennent, où on ira vers la connaissance initiatique, ou alors on va très très mal évoluer. On voit déjà les enfants qui sont perturbés, les adolescents qui ne savent plus où aller, comment se diriger, comment faire face aux grandes questions de la vie qui se posent à eux à ce moment-là. On ne les forme pas. Alors effectivement, il faut commencer par la liberté, l'égalité, la fraternité. Voilà les axes importants à développer, et pas le chat GPT. C'est pas l'urgence. C'est intéressant bien sûr, mais c'est pas l'urgence. Aujourd'hui, il y a urgence. Les enfants vont mal. Si les adultes n'en prennent pas conscience, je ne sais pas comment ça peut évoluer. Alors Marie-François, demandez à nos invités, je vais leur demander à chacun une réaction rapide parce qu'il y a beaucoup d'appels au 0826 300 300. Rafik Smati pour répondre à Marie-France qui nous appelait de Bretagne. Ce que dit Marie-France, et je pense partagé par beaucoup de monde dans notre pays, ce qui fait aujourd'hui que nos enfants vont mal et que les jeunes vont mal, je ne crois pas que ça soit lié de près ou de loin à l'intelligence artificielle, c'est que nous sommes en panne d'avenir. Si vous voulez être épanoui aujourd'hui, il faut que vous puissiez vous dire que nous
faisons tous partie d'une aventure collective qui nous mène haut et loin, ce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de transmettre. Moi, je porte l'idée que la révolution technologique et que le nouveau monde que l'on peut façonner, cette nouvelle renaissance, parce que c'est de ça dont il s'agit, peut être porteur d'un nouvel idéal qui peut embarquer toute la jeunesse avec elle. Étienne de Roquigny, une réaction rapide à Marie-France. Oui, moi je pense que l'essentiel, c'est de remettre du cœur à l'ouvrage. Et pour reprendre Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne peut connaître. Il y a chez Pascal cette idée qu'il n'y a pas que l'esprit, il n'y a pas que, comme vous dites, le savoir, il y a aussi le cœur. Et en réalité, l'humanité se joue dans l'association des deux, la liberté, la volonté, l'avenir. Je suis tout à fait d'accord avec Rafik. Je pense que la grande détresse de la France, à la différence d'autres longitudes, c'est qu'on n'a plus cette projection désirée vers l'avenir. On n'a plus le cœur à l'ouvrage. Et donc c'est ça qu'il faut créer et les enfants en débordent du cœur à l'ouvrage. Et il faut les nourrir. Il faut nourrir l'esprit et le cœur pour que demain, voilà, ils inventent un monde qu'on ne connaît pas. On remercie Marie-France et Merci Marie-France. Aurélien qui nous appelle depuis Bordeaux en Gironde. Bonjour Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour messieurs, voilà, alors j'ai pris moi l'émission en cours de route et donc j'ai écouté parce que c'est toujours très intéressant ce qui se passe sur Sud Radio. Merci. Et alors je ne sais plus qui a dit par rapport à l'IA qui allait finalement, la transition allait quand même faire des dégâts. C'était Rafik Maty et ça a été confirmé par Étienne de Roquigny, donc tout le monde était d'accord. Voilà. Donc après, en cas de conscience, les gens qui vont à un moment donné ne pas pouvoir, réaliser leur vie, qui vont être dans ce cas de figure, ça vous pose pas un cas de conscience ? Alors ça c'est une vraie question, ça c'est un sujet philosophique. Est-ce qu'il y a des gens qui vont devenir inemployables, Rafik Maty ? Hélas oui. Et ça, là, ça pose un cas de confiance. Et dire le contraire serait évidemment mentir. Évidemment que des gens vont se retrouver sur le carreau. Et ensuite, la question qui se pose, et c'est là où il faut faire preuve de discernement, parce que l'époque que nous traversons est porteuse à la fois du meilleur et à la fois du pire. Il faut en avoir conscience. C'est que c'est que le déni, en revanche, n'est pas une option. C'est-à-dire que dire on ne va pas embrasser la révolution de l'IA pour éviter que ce scénario arrive, c'est-à-dire que pour que des gens se retrouvent sur le carreau n'arrive, ça ne marchera pas. Au contraire, on ne fera qu'alimenter le problème et on sera des suiveurs plutôt que des gens qui vont piloter cette bataille. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette émission en disant que le sujet de l'intelligence artificielle devrait faire aujourd'hui la une de tous les JT, tellement ça va avoir un impact sur nos vies. Et moi, j'appelle de mes vœux, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit Le Nouveau Temps, que chacun, à la place qui est la sienne, quel que soit son niveau social, quel que soit son âge, décide de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre pour, à la place qui est la sienne, en tirer profit. C'est extrêmement difficile, mais nous n'avons pas le choix. Étienne de Roquigny, gros dégâts sociaux à venir, certains vont être inemployables, pour répondre à Aurélien. Je ne répondrai pas de la même manière. Je pense que si les gens ne sont pas inemployables, et effectivement, il y a toujours eu des dégâts sociaux, il y en aura toujours, ça n'est pas la faute aux machines. Et qu'en réalité, il y a une très grande adaptabilité de la personne humaine, toute personne humaine, et j'en ai des exemples, puisque dans des entreprises que j'accompagne, on a même embauché des gens qui venaient de la rue, qui n'avaient pas travaillé pendant 10 ans. Donc on est tout à fait... La personne humaine est fondamentalement adaptable, et en réalité, si on est capable, mais parfois ça prend des années, de donner du cœur à l'ouvrage, on peut employer tout le monde. Et je pense qu'hélas, si on ne va pas employer tout le monde, et on n'emploiera pas tout le monde, encore une fois, ça n'est pas la faute aux machines, c'est plutôt une résistance au changement d'un pays rentier vieillissant qui n'accepte plus de remettre en cause des structures sociales et politiques qui sont totalement obsolètes. C'est pas la faute aux machines, les machines seraient un prétexte idéal pour ne rien faire. Merci Aurélien. Merci Aurélien. On a Julien qui nous appelle depuis Marseille. Bonjour Julien. Bonsoir Julien. Bonjour plutôt. Bonjour Alexis et bonjour à vos invités. En préambule, l'IA, je pense que les premiers emplois qui seront perdus, ce sera les emplois de savoir, donc des avocats, tous ceux qui doivent rentrer dans leur tête beaucoup de données. L'IA va les tuer. Mais tous les gens qui travaillent avec leurs mains, je pense pas qu'ils auront de problème. Ça c'était le préambule, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez des dernières études qui ont été faites sur l'IA qui est mis dans le domaine militaire et la propension de l'IA à toujours vouloir aller dans l'escalade militaire plus que les humains. Tiens, alors ça, vraie question. Est-ce qu'on peut gérer dans tous les cas de figure l'IA ? Imaginez, vous mettez une IA pour gérer la force de frappe nucléaire et on perd le contrôle, ça peut être terrifiant. Rafik. Il y a une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est que le bien et le mal sont systématiquement les deux faces d'une même médaille. Et chaque innovation de rupture, prenez par exemple l'atome,
Eh bien, l'atome est capable de sauver des vies. L'atome est capable de nous éclairer, mais l'atome est potentiellement aussi capable d'anéantir l'humanité. Et ce qui va se jouer avec l'intelligence artificielle est exactement du même registre. Le bien et le mal, c'est une course permanente du bien contre le mal. Et le propre de l'homme doit être là, c'est-à-dire faire en sorte que le bien puisse avoir une petite longueur d'avance sur le mal. C'est ça qui va se jouer. Donc évidemment que les applications malveillantes liées à l'intelligence artificielle vont exister. Évidemment que vous aurez demain la possibilité de construire des robots tueurs. Évidemment que vous pourrez construire et fabriquer des virus à base de l'intelligence artificielle. Mais moi je préfère qu'on fabrique des vaccins et des antibiotiques. Je préfère qu'on fabrique des robots qui simplifient la vie des gens. Et ce qui va se jouer, c'est la raison pour laquelle je porte l'idée de ce nouvel humanisme technologique, que nous soyons tous mobilisés, d'abord que nous regardions la révolution de face, pour que nous fassions émerger justement cet humanisme technologique, une relation apaisée avec la technologie et non pas suicidaire, ce qui est potentiellement une des pistes vers laquelle nous pourrions arriver. Étienne de Roquigny, grosse application possible à votre avis dans le militaire de l'IA ? Bien sûr, et c'est déjà le cas depuis de nombreuses années. On est dans l'éternelle course entre la lance et le bouclier. Et ça fait très longtemps qu'il y a des machines numériques dans les systèmes d'armes qui progressivement sont devenues de plus en plus sophistiquées en termes de calcul, en intégrant des probabilités, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Ça fait très longtemps et ça continuera. Et ça continuera parce que l'esprit humain est tel qu'on est toujours à chercher. Alors, on pourrait parler du divertissement. On va toujours chercher à imaginer des choses nouvelles et avec effectivement une valse entre le bien et le mal. Et on est pris là-dedans et ça durera pour toujours. Une valse à 300. Et ça durera pour toujours. Et pour moi, ce qui est essentiel, moi je crois à la liberté créatrice de la personne humaine. Et je pense que il faut que chacun d'entre nous, à notre niveau, nous posions la question, nous discernions chaque jour du bon usage que nous faisons des outils comme le marteau depuis très longtemps qui permet à la fois de tuer son frère ou de construire le temple de Salomon. De la même manière, l'IA dans ses applications civiles, militaires, dans tous les sens, est le pire et le meilleur. Et je pense que fondamentalement, c'est une question à se poser à chacun d'entre nous. Il ne faut pas renoncer à son discernement en disant il va y avoir un règlement IA Act qui va tout régler, il va y avoir une puissance publique qui va tout gérer. Non, ça commence par moi. Qu'est-ce que je fais au quotidien sur mon iPhone, avec mes enfants, avec mon voisin? Et est-ce que moi, déjà, à mon niveau, je fais un bon usage de ma liberté créatrice? Il nous reste 1 minute. Optimiste sur l'IA plus que pessimiste, Rafik Smati? Ni pessimiste, ni optimiste, parce que ça, c'est des situations que l'on subit. Vous avez une neutralité quasi helvétique. Non, je suis volontariste. C'est-à-dire que je considère que nous avons, aujourd'hui, en tant que contemporains de cette époque qui est inédite, moi je suis très content de vivre cette époque. Je dis tous les jours à mes enfants, non, c'était pas mieux avant, c'est très bien aujourd'hui et tu as de la chance de vivre aujourd'hui. Par contre, il faut que tu sois acteur d'aujourd'hui. Et c'est ça mon état d'esprit. Même question, Étienne de Roquigny. Bravo Rafik, je suis tout à fait aligné. Ça au moins c'est l'alignement des planètes. On en découvrira d'ailleurs peut-être de nouvelles grâce à l'IA. Merci beaucoup Rafik Smati, auteur de Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA, sous-titré dans un monde où le progrès technologique connaît une accélération sans précédent. L'humanité est confrontée à un choix déterminant, embrasser les changements où il risquait d'être irrémédiablement dépassé. Et merci beaucoup Étienne de Roquigny, auteur de ce livre Le sens de l'IA à l'école de Pascal, Blaise Pascal, entrepreneur. C'est publié chez Bollen. Merci beaucoup à vous. Merci à vous deux d'avoir été avec nous et merci à vous Philippe d'avoir animé Berkov dans tous ses états pendant ces 2 jours. Vous revenez demain dans Les Vraies Voix. Avec Cécile de Ménibus, absolument. Mais vous retrouvez Cécile et Frédéric Brindel à 17h, comme tous les soirs. Demain, ça sera André Berkov qui sera de retour de midi à 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.